Et du coup, tu t'as fait un peu le dessert finalement de cette chronique, mais il manque une petite cerise à rajouter sur tout ça. Et cette cerise, elle s'appelle Raphaël. Non, je t'ai plus. Est-ce que j'en fais trop ou pas? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. En tout cas, je vais m'efforcer de coller à ton qualificatif. Alors les autres ont une droit à une phrase d'introduction, et puis pas moi. Bah si c'était ça ta phrase. Ah, d'introduction, d'accord, je vais te faire un ouais, compliment. Des cerises sur Le gâteau, quand même. C'est clair. Mais moi, C'est clair. j'ai été profondément déçu par uniquement ce qualificatif. Je pensais mieux, mais c'est pas grave. Ça veut dire que moi-même, il faut que je m'améliore. Entre nous, les mots sont superflus, Raphaël, et parfois le silence d'or est mieux que la parole d'argent. Ça doit être ça. Bon, on va peut-être Inverser, commencer. Hein. Inverser l'expression, je sais plus que c'est le silence est d'or et la parole est d'argent. Non, c'est ça, je ne sais plus. Oui. Bref. Ouais. À toi, Raphaël. Bien. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de toute autre chose. D'habitude, j'essaie un petit peu d'ancrer les intérêts des uns et des autres pour parler d'un sujet, donc du coup, qui s'avère être ma chronique. Il y a quelques semaines déjà de ça, j'avais parlé avec Marc, tu étais là, Oui, parce que c'est j'étais toi là. qui animais l'émission, et de Maxime aussi. C'est l'épisode 11, souvenez-vous. Voilà, l'histoire d'un personnage historique qui s'appelle Miyamoto Musashi. Parce qu'en fait, pour moi, à la base, ce que j'aime particulièrement, c'est un peu les destins tragiques de personnages solitaires et avec une destinée quand même assez exceptionnelle. Et c'est le cas de ce personnage, comme ça pouvait être le cas d'autres personnes romancées que j'aime bien quand même, comme Turin chez Tolkien. Et ben là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il a quand même une fin un peu plus mémorable. Donc du coup, je veux parler de Miyamoto Musashi. Donc, je vais pas refaire l'histoire que j'avais fait pendant cette chronique. C'est pas le but. Là, c'est de m'intéresser à l'écrit qu'il a laissé. En fait, dans les grandes lignes, pour vous resituer un petit peu l'histoire, puisque vous n'étiez pas là à ce moment-là, je parlais d'un personnage qui a vécu dans le XVIIe siècle, le siècle de guerre et le siècle qui forme le Japon, et il s'agit d'un personnage qui va se former à l'art du sabre, la voie du sabre, qui va passer de Ronin à samouraï, puis ensuite samouraï émérite, qui va devenir un des plus grands épéistes qu'a connu le Japon, voire même pour certains considéré comme l'un des plus grands manieurs de sabre de son temps et d'aujourd'hui, puisqu'il a laissé derrière lui plusieurs récits. Le premier, c'est celui de sa biographie, qui est rapporté souvent par d'autres personnes. C'est toujours le problème quand on est historien ou quand on essaie d'essayer de trouver le vrai du faux d'une histoire qui est quand même particulièrement romancée. Et l'autre est un de ses écrits qui justement tend à relier tout ce qu'il a appris envers la stratégie et comment du coup manier le sabre, puisque lui-même il a créé une école de sabre qui mènera celui qu'on connaît sous le nom de Kendo. Tout à fait. Donc, je vais parler du coup du mémoire, du livre qui va lui servir pour rédiger ses mémoires, ses conseils, ses tactiques du coup martiales, qui s'appelle, vous le connaissez peut-être, le traité des 5 roues. Je l'ai avec moi du coup. Alors le traité des 5 roues, dont son nom d'origine, de Golin no Sho, puisque c'est 5 roues ou 5 rouleaux, puisque en fait en 5 parchemins, 5 rouleaux, il explique effectivement différents traits, différents aspects de la voie de la guerre, la voie de tactique militaire. Alors c'est un des livres les plus étudiés encore aujourd'hui. En tactique militaire, vous en connaissez d'autres aujourd'hui, parmi le top 10 on peut citer l'art de la guerre de Sun Tzu, un peu moins célèbre l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, mais quand même, ou encore la guerre des Gaules de Jules César. Donc du coup ce livre, je peux vous le passer, feuilleter si vous voulez pendant la chronique. Il s'agit en fait d'une réédition. Une réédition qui est illustrée par Julia Brown et Emma Coppestake. Et le livre, il est quand même, quand on le regarde, relativement rapide à lire, puisqu'il contient 272 pages, en comptant les notes et les remerciements. Il est d'autant plus rapide et agréable à la lecture, car il contient, grâce à cette édition, une multitude d'estampes, de parchemins calligraphiés, de cartes géographiques, ainsi que de photographies de paysages et d'animaux iconiques du Japon. Donc à première vue, un régal pour les yeux, mais qu'en est-il du coup de son contenu ? Donc on va s'intéresser un petit peu de ce que Miyamoto Musashi dit à l'intérieur. C'est bien son nom, puisque à travers ce livre, à travers les 5 rouleaux qui le composent, il a effectivement déterminé certains sujets très importants à la fois pour le maniement du sabre, certes, mais aussi sur des techniques de position, sur des techniques de respiration, de corps et parfois même de tactique qui peut être utile même pour vous et moi aujourd'hui. Alors pourquoi 5 rouleaux ? Est-ce que vous imaginez un petit peu quel nom il a donné à ces rouleaux, à ces chapitres ? Chapitre numéro 1. Ce sont des rouleaux qui sont liés à thème d'éléments. Ah, il doit y avoir un truc sur la Polar City, j'imagine.
On est plus sur les éléments, des éléments naturels. de confucianisme, un peu bouddhisme. Ah bah du coup, j'imagine si c'est au Japon, ça doit être l'eau, le feu, l'air, la terre, le vide. Oui, c'est ça. Dans l'ordre, la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. Bien qu'il réfute avoir été bercé par des principes bouddhiques, son ouvrage il est quand même parsemé d'allusions, voire même parfois de caractère confucianiste. Donc si je reprends le personnage, il écrit d'abord dans le rouleau de la terre, dans son premier rouleau, qu'il revient sur le style de son école. Alors bon, c'est vrai qu'il a ouvert une école, c'est-à-dire qu'il a ouvert son propre dojo à l'époque, et comme ceci, il va pouvoir former des disciples, et comme ceci, il va essayer de parfaire son art. C'est vraiment la portée, l'objectif de Miyamoto Musashi, c'est de parfaire son propre art du sabre. C'est pourquoi, durant toute sa vie, il va se confronter à plein d'écoles différentes, des écoles qui sont parfois très sûres d'elles, qui ont une vision de l'art du sabre qui pour lui est fausse, puisque il va pendant ces 5 chapitres, ces 5 grands rouleaux, il va ne serait-ce que forcer le lecteur à ne pas se fier qu'à sa force, mais aussi à plein d'autres traits de son existence, la philosophie, le fait qu'il doit se calmer aussi pour pouvoir étudier tout autour, et puis l'aspect aussi tactique de étude du terrain, quel pas adopter, et toute une partie surtout sur ne pas se créer des handicaps pour avoir davantage de certitude dans la victoire. Alors pour lui d'ailleurs, dans le rouleau de la terre, il désigne une chose qui est importante, c'est celle de la domination du terrain, premièrement. Parce qu'il existe pour lui, comme je viens de vous le dire, plusieurs façons d'affronter un adversaire, et la première c'est la connaissance par exemple des armes et du loup. Alors c'est tout bête, puis ça nous vient beaucoup à l'esprit quand il l'explique. Il dit que certaines armes, comme le Niigata, qui est une grande lance, ou encore la hallebarde, sont des armes qui ne trouvent leur intérêt uniquement en terrain ouvert. Et oui, parce que dans le cas contraire, elles se révéleront un handicap et profiteront à l'adversaire s'il y est préparé. Ce qui veut dire qu'effectivement, il faut faire attention à quelle arme on va utiliser dans quel espace, parce que sinon ça peut très rapidement devenir un problème. Par exemple, là, si vous vous battez avec ne serait-ce qu'un sabre à deux mains, un grand sabre, voilà ce qui va se passer. On va quand même avoir un peu de problème à bouger. C'est pas seulement que pour les armes du corps à corps qu'il va théoriser tout ceci. Il va dire par exemple en ce qui concerne l'usage d'armes à distance, donc arc et fusil, puisque du coup... oui, c'est le début. Oui, c'est le début du fusil, on y reviendra. Il a quand même un avis très arrêté sur le sujet, pour l'arc surtout, parce qu'il écrit en ces termes, il est tout particulièrement efficace en terrain dégagé, toutefois il va sans dire qu'en tir à l'arc, il existe beaucoup de fleurs mais peu de fruits. On pourrait se dire donc que son code d'honneur de samouraï n'apprécie guère le combat à distance, et donc du coup forcément il prône plutôt un combat d'honneur, un combat de corps à corps, mais en fait il n'en est rien parce qu'il continue un peu plus loin, et justement à propos des armes à feu qui ont été récemment importées par les Portugais sur l'archipel, rien de mieux qu'un fusil pour se battre depuis l'enceinte intérieure d'un château ou sur un champ de bataille en terrain dégagé, avant le début d'un affrontement, même si au cours des combats il est moins efficace. Oui, parce que là, il récite un petit peu plus loin le fait que l'avantage qu'a l'arc par rapport au fusil, c'est que tu peux voir où tu peux envoyer la flèche, ce qui est pas le cas de la balle. Donc du coup, il a déjà ces visions-là du futur, et il voit que effectivement le fusil va prendre une place beaucoup plus importante que l'arc, mais ça c'est l'évolution de la technologie, sans aller jusque, comme tu l'as dit tout à l'heure Ben, on est quand même sur ça. Il parle aussi d'un élément très important qui est la position, c'est-à-dire c'est une autre façon d'affronter un adversaire. Pour Musashi, il existe 3 positions à adopter afin de ne pas subir un combat mais de le dominer. Vous le connaissez peut-être, c'est tout simplement soit l'on recule, soit on l'avance, ou bien on conserve sa position. Les mouvements de côté tels que aller à droite ou aller à gauche s'appliquent davantage au terrain qu'à l'adversaire. Il faut aussi surprendre l'adversaire par le rythme. En utilisant une arme, en effectuant un mouvement, une parade ou une attaque, Musashi m'a fait comprendre que sa voix du sabre n'était pas différente de celle de la musique ou encore celle des autres métiers. D'ailleurs, il écrit par ces mots « En toute chose, il y a un rythme ». Dans le monde, les rythmes empruntent des formes telles que la voix de la danse ou encore les rythmes des musiciens. Ainsi, plusieurs sortes de rythmes se remarquent en stratégie. Il faut comprendre le rythme concordant, puis le distinguer du rythme discordant, du rythme large ou étroit, lent ou rapide, et si vous ne comprenez pas le rythme en opposition, votre stratégie se révélera toujours inopérante. Et oui, parce que si on t'attaque, il faut forcément que tu puisses esquiver, et à un tour que tu contre-attaques, et ainsi de suite. C'est ça en fait, c'est la danse combat, c'est quelque chose que tu dois apprendre, et si tu connais pas, ne serait-ce que les bases, il peut y avoir un problème, tu peux très vite perdre ton défi. En résumé, donc du coup, dans ce premier rouleau, Musashi il exhorte le lecteur à ne pas uniquer, comme je le disais tout à l'heure, à ne pas constamment compter sur sa force, mais sur la compréhension de ce qui se passe tout autour d'un combat.
si vos armes ne sont pas adaptées, si votre tenue du terrain n'est pas réfléchie, ou encore si l'exécution des mouvements n'est pas fluide, c'est autant d'handicap à votre encontre que d'avantages donnés à votre adversaire. Quand on va parler du rouleau de l'eau, qui est le deuxième rouleau du livre, si on a parlé précédemment des conseils, des attitudes physiques à disposer reliant le corps à la terre, dans le rouleau de l'esprit, je vous l'ai dit, dans le rouleau de l'eau, de Musashi, ça parle davantage sur l'esprit, notamment par la position des yeux, le maintien du corps, afin de ne rien laisser paraître, on dit la célèbre Poker Face. Poker Face. Par exemple, il dit en ces termes pour tout ce qui est le regard. C'est intéressant parce que j'ai fait le test et effectivement, tu vois quand même des côtés positifs. Par exemple, il dit ne plissez pas le front, mais froncez les sourcils de façon à ne pas cligner des yeux ou à bouger les globes oculaires, ainsi vous montrerez une expression sereine. Le regard doit être large et ample tout en connaissant la différence entre les deux formes de regard, la perception et la vue. Donc je disais, c'est quoi la perception et la vue, c'est la même chose. Ah, parce que percevoir, tu utilises d'autres sens peut-être que la vue, non? C'est ça? Eh bien, il dit en ces termes, car si la première, on dit la perception, est soutenue, la deuxième manque d'intensité. Ah, en gros... tu te concentres davantage pour la perception, et effectivement, la vue, c'est plutôt secondaire. C'est quand on dit, par exemple, entendre et écouter, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Tu entends quelque chose et tu écoutes volontairement. Ce qu'il appelle percevoir, ce serait plutôt regarder, en fait. C'est ça, c'est regarder avec ses autres sens et puis pouvoir avoir un maximum de chances de vaincre son adversaire. On en revient toujours à ça. Ouais. Et il évoque aussi la façon de déplacer ses pieds, en laissant flotter légèrement les orteils tout en appuyant fermement les talons au sol. De plus, les deux pieds doivent se déplacer en alternance, gauche-droite, droite-gauche, et ainsi de suite, sans privilégier un pied au détriment de l'autre. C'est toujours une question de désavantage en fait. Ouais. Si tu t'entraînes ne serait-ce qu'à une main, et ben du coup si on te fait jouer sur la deuxième, c'est bête, mais si par exemple on te demande d'écrire avec ta main droite alors que t'es gaucher ou vice versa, forcément tu seras désavantagé. Pour lui, il doit y avoir aucune faille donnée à l'adversaire. Avant de pouvoir parler à autre chose, il faut enlever ses propres handicaps pour pouvoir avancer. Alors je passerai rapidement sur le reste du livre de l'eau, il est inintéressant, mais il relate en fait différentes postures et bottes pour un escrimeur. Alors c'est très intéressant pour quelqu'un qui fait de l'escrime, qui fait du combat, du duel. Et d'ailleurs, il y a des noms à connaître qui sont astucieux, et je vous le dis parce qu'il y en a certains qui m'ont fait sourire, parce que je ne connais pas en fait les différentes bottes en question, mais leur nom est assez sympathique. Par exemple, vous avez le coup de la pierre et de l'étincelle, le corps du singe d'automne, ou encore la frappe des feuilles pourpres. La frappe des feuilles pourpres, c'est hyper stylé. Je vous laisse deviner comment se traduit la fin de la frappe des feuilles pourpres. Avec du sang? Oui, j'imagine. Alors avant de clore ce rouleau de l'eau... Par contre, celui avec le singe, je vois pas trop comment ça peut se terminer. Je te montrerai du coup le passage en question. Il est un peu difficile, c'est pour ça que je passais à côté de ça. Avant de clore du coup ce rouleau de l'eau, je voudrais vous parler d'un petit paragraphe qui m'a particulièrement plu parce que j'en ai moi-même fait les frais. En fait. Lorsque j'ai participé à un entraînement de kendo au dojo de Saint-Étienne, c'était plus une pub que j'avais reçue parce que je fais partie de l'association Francine de la Loire et donc du coup... Dans le club de Mahjong dont je fais partie, on avait des pubs comme ça, donc un entraînement gratuit, j'y suis allé, il y a de ça quelques années. Et donc du coup, le paragraphe qui m'intéresse, c'est celui qu'il a appelé le Katsutotsu. À l'aide d'un sabre en bois, j'ai dû contribuer en fait à l'époque à l'entraînement d'un jeune adolescent. En fait, en seule position de garde pour ma part, le jeune homme devait simplement me frapper aux épaules, aux mains ou à la tête, en retenant son coup dans les derniers instants, avant de toucher mon corps. Et en fait, ces coups étaient agrémentés de cris. Et j'étais assez impressionné parce qu'à cette époque, se faire crier dessus de la sorte, je sais pas si vous avez vu des gens justement qui s'entraînent, mais c'est assez impressionnant. Moi, ça m'a laissé sans voix, miracle. En fait, le katsu, c'est le cri pour lever son sabre, et totsu, c'est celui qui accompagne l'attaque. Et donc, du coup, forcément, j'ai compris à travers le livre du traité des 5 roues que les cris émis par les samouraïs, en l'occurrence, le jeune adolescent en l'occurrence, servaient à deux choses. Au-delà d'avoir pris un ascendant psychologique sur moi de manière indéniable, les cris servent aussi à contrôler autre chose, vous savez quoi? Non. Le rythme cardiaque? Oui, la respiration pendant un combat, effectivement. Et du coup, tout à fait. Alors après, vous avez, je vais rapidement passer sur les derniers. Pourquoi? Parce que pour tout ce qui est rouleau du feu, c'est ce qui va m'intéresser le plus, parce que ce sont pas forcément des techniques de combat, mais c'est des petites choses qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. C'est des techniques de survie au quotidien, quoi. Tout à fait. Et les deux derniers, c'est plus une critique des autres écoles de la voie du sabre au XVIIe siècle qu'a connu justement Musashi. Et le vide, le dernier, c'est surtout
un état d'esprit, et c'est beaucoup plus de la philosophie, et D'accord. de la philosophie du Japon du XVIIe siècle. Bien sûr. Pas quelque chose que j'ai beaucoup retenu. Alors pour le dernier, du coup, si je vous parle du rouleau du feu, on pourrait imaginer, c'est ça qui m'a bien séduit, Musashi, donner des directives de code d'honneur, vraiment donner un départ aux choses, vraiment très cadré, et puis c'est un peu peut-être ce qu'on ressent nous en tant que que français, qu'européens, de savoir que ces personnes ont un compte d'honneur, et du coup nous on a cet esprit de la chevalerie qui vient tout de suite. Ouais. En fait, il en est rien. Faut connaître, quand on connaît l'histoire de Miyamoto Musashi, c'est pas quelqu'un aussi qui se prive de ruse. Oui, bah oui, c'est L'astuce. ce que tu avais dit dans ta chronique justement, qu'il avait l'habitude d'arriver en retard pour déstabiliser l'adversaire. C'est ça. C'était un peu une petite. En fait, petite fouine, quoi. il est bourré de ruses pour pouvoir renard. s'assurer en fait la victoire. Je vous en donne Le quelques-unes par goupil. exemple. Déjà d'abord, pour lui, il faut toujours se placer dos au soleil le plus souvent possible. Parce que comme ça, votre adversaire, il aura d'autres choix que de composer avec le handicap de combattre soit avec le soleil de face ou sur les côtés, ce qui est guère mieux. Oui. Et c'est effectivement ce que tu as dit aussi, arriver en retard. En fait, ça peut être une bonne tactique afin de décontenancer l'ennemi en lui faisant perdre patience, ou à défaut, le faire douter de sa tactique. Ouais. C'est ce qu'il a fait justement dans son histoire relatée quand il est arrivé à Kyoto et qu'il a défié le clan des Yoshioka avec un des grands épéistes qui était Sejuro. Il l'a du coup déclaré en duel, et le lendemain matin, il devait arriver sur le lieu du duel, sauf qu'il était pas là, effectivement. Donc non seulement il est arrivé en retard, et donc du coup ça a décontenancé son adversaire, mais en plus il est arrivé avec des vêtements qui n'en étaient pas, presque, en haillons. Et Il se réveille d'une grosse beuverie de la veille. alors que c'est l'une des plus célèbres écoles, donc du coup il y a un certain prestige à avoir. Hein. C'est là où justement il les fustige dans les prochains rouleaux en disant que la richesse et puis la bienséance fait pas tout. Parce que tu peux facilement vaincre quelqu'un comme ceci. Et la dernière, c'est qu'il arrive avec un boken, autrement dit un sabre en bois. Donc, du coup, comble de l'injure pour son adversaire qui va se précipiter effectivement pour réparer l'injustice, pour réparer l'injure, le déshonneur. Et malheureusement, il fait une erreur et il va commencer par attaquer. Et le problème, c'est que du coup, Musashi va l'esquiver simplement et frapper la nuque. Si je me rappelle bien, Sejuro va mourir d'un coup de boken derrière la nuque. La nuque a été complètement rompue par un seul coup. Et d'ailleurs, il dit aussi autre chose, c'est qu'il faut prendre une autre arme. Il faut avoir Deux armes. Oui, deux armes, ça sera son style. Pour lui, il va falloir avoir deux armes, une arme pour pareil, une autre pour attaquer. Et il va pas se limiter à ça, il va dire aussi que si vous commencez à utiliser ne serait-ce qu'une seule arme et à vous habituer, le problème c'est qu'après, si jamais vous en avez une autre à côté, etc., il faut maîtriser toutes les armes. Mais Il faut aussi user des cris pendant les combats, parce que la voix, c'est un atout puissant, comme je viens de vous le dire, et qu'il est sous-estimé pour qui ne connaît pas sa force. Et j'en ai d'ailleurs déjà parlé, notamment avec Katsutotsu auparavant. Dans d'autres pages du rouleau du feu, il révèle plutôt les faux pas à ne pas faire en combat notamment. Il dit par exemple qu'il faut varier les coups. Il est possible dans un combat d'être contraint de faire un geste, une botte, un mouvement 2 fois, mais pas 3, sinon l'effet peut être désastreux. Ah oui, si on s'acharne à faire son coup spécial, au bout d'un moment l'adversaire le connaît. Et puis il va dire aussi, il va aller jusqu'à, en clôturant ne serait-ce que tous les rouleaux, il va faire une énumération de ce qu'il appelle les 36 tactiques martiales, et parmi elles, il y a celle de l'initiative qu'il utilise parmi un de ses combats. Il y a 3 types d'initiatives pour lui, celle où vous attaquez, celle où vous attendez que votre adversaire attaque, ou celle où vous attaquez tous les deux en même temps. Il a utilisé les 3 dans son histoire relatée, celle à Nara contre les moines des temples, où justement il a attaqué en premier parce qu'il savait très bien qu'avec les lances qu'ils avaient, les lances assez grandes, il devait fatalement devoir prendre le dessus avant d'être coincé dans un coin. Hein. C'est le problème, ce qu'il disait justement, faire attention aux armes qu'on utilise. Et puis celle aussi de frère de Sejuro qui est mort sur le coup, rappelez-vous, à Kyoto, parce qu'il était arrivé avec ses vêtements en haillons, etc. Ouais. On vient de le dire. Et justement, juste après, son frère à Sejuro a voulu venger sa famille, quoi, et son école. Et du coup, il s'est précipité contre Musashi. Et il a eu un problème, c'est que malheureusement, il a voulu utiliser toute sa force. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Miyamoto Musashi l'a esquivé, et la force de ce disciple, justement, l'a entraîné vers l'avant, donnant gratuitement justement à Musashi, qui lui a notamment d'abord privé le corps de ses 2 poignets, puis de sa tête. Et à cause de ça, parce que du coup, les gens comptent trop sur leur force, et alors qu'ils n'ont pas vraiment le
le cerveau et Ouais. la connaissance qui va Faut compter avec. sur ta connaissance et ton intellect en fait. Tout à fait. Pour terminer, je sais pas où est le livre. Il est juste à ta droite, Ah, voilà. Benjamin Larmine. Parce que je voulais vous dire un petit peu parce qu'à la fin du livre, il a laissé des préceptes. Alors du coup, il a laissé 20 préceptes. Et je voulais savoir si vous arrivez à vous identifier un petit peu Dans à les certains de ces préceptes. Pardon. Vous allez simplement compter ceux que vous avez, que vous estimez vous retrouver dedans, et puis vous me direz un peu le nombre à la fin. Comptez simplement dans votre tête. Je vais pas aller très vite. Donc du coup, la Ok. première, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Éviter de rechercher les plaisirs du corps. Celle-là, je pense que on pourra pas la compter. Hein. Soyez impartial en tout. Mon Dieu. Ne soyez pas égoïste, mais faites preuve d'altruisme. Ne soyez jamais cupide. N'ayez aucun regret dans les affaires. Affaires du monde. Ouais, les affaires de la vie quoi. Oui. Yes. Ne jalousez jamais autrui, en bien ou en mal. Ne vous laissez jamais attrister par les séparations. N'éprouvez aucune rancune ou animosité vis-à-vis de vous-même ou des autres. C'est chaud. N'ayez aucun désir d'amour. C'est horriblement dur. N'ayez aucune préférence. Ne recherchez jamais votre propre confort. Ne recherchez jamais les mets les plus fins pour contenter votre corps. Voilà, donc déjà on est à la moitié. Ah oui, quand même. Ah merde. Attends, juste, faisons une pause. Vous avez combien de points là les gars? J'en ai 5 quand même. T'en as 5? T'as 5 Ouais. que t'arrives à avoir là-dedans là Ouais, je pense, Toi, ouais. Benjamin, t'en as combien? Peut-être un, la Moi j'en ai un, créativité, Ah j'en ai ouais. un je crois. Moi c'est l'altruisme Putain, à la ça- rigueur, mais L'altruisme, j'essaye, mais c'est chaud. Hein, ouais. C'est chiant. C'est chiant, oui, c'est la, chiant la- et c'est la chaud en même cupidité, temps. Ah, il y en a ouais, quand si. même. Je pense pas être plus- trop cupide. Je suis pas trop cupide, mais je suis quand même un peu. J'ai un petit côté dragon aussi parfois quand même. Donc, alors le reste, franchement. Et toi, Raph, tu nous diras à la fin, c'est ça? Oui, D'accord, bah, ok. j'en Vas-y, ai continue, aussi très continue, peu. continue. Mais justement, on C'est va voir effrayant, pourquoi c'est vous effrayant. en avez très peu, pourquoi on en a très peu. Alors la deuxième partie sera peut-être un peu plus compliquée parce qu'effectivement, on part plus vers le guerrier. Donc forcément, on n'est pas vraiment des guerriers On a un peu dégaré dans l'âme. physiquement, peut-être. peut-être dans l'âme, mais... Alors, je reprends. Ne vous enterrez. Ouais. Ne vous entourez jamais à aucun moment de la vie d'objets précieux. Ne reculez jamais pour de fausses croyances. Ne soyez jamais tenté par un quelconque objet autre que les armes. Ouais. Consacrez-vous entièrement à la voie. Parenthèse du sabre. Sans jamais Ouais. craindre la mort. Autrement dit, il faut que tu aies jamais peur. Oui. Même vieux, n'ayez aucun désir de posséder ou d'utiliser les biens. Bon, alors l'autre, la prochaine, ce sera plus question religion, en général, vous l'aurez compris, parce que... Vénérez les Bouddhas et divinités, mais ne comptez pas sur eux. Elle est pas mal celle-là. J'aime beaucoup. Même si vous abandonnez la vie, n'abandonnez jamais votre honneur. Et à la fin, n'abandonnez jamais la voie de la stratégie. Le 2 du 5e mois de la seconde année de l'ère Shō, Shinmen Musashi, j'ai signé. C'est le 2 mai 1645. Bah, il y en a pas là. Hein. Ouais, c'est vrai que la deuxième Zéro. partie est plus militaire Ouais. quoi. Bien la phrase sur les Bouddhas. La phrase sur les Ouais, Bouddhas non, est mais- très cool, ouais. franchement, Oui, il a des punchlines un peu dans cette... C'est clair. Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui fait jamais confiance à autre chose que lui. Et en fait, on le voit dans le livre, dans son développement, il laisse absolument rien au hasard. C'est-à-dire que le moindre aspect, qu'il soit météorologique, qu'il soit du terrain, qu'il soit de l'arme, du physique, du mental, de la position du corps, il essaie d'avoir tout bien, enfin au maximum, pour pouvoir ne laisser aucun avantage à son adversaire. Et c'est vraiment pour lui, c'est ça. C'est la voie qu'il a choisie, et du coup, c'est normal si vous n'arrivez pas à avoir beaucoup de points, c'est parce que cette voie, c'est la voie de la solitude. Et comme nous sommes des personnes qui sont plutôt des personnes sociables, Sociable. Mm. effectivement, c'est tout à fait normal que l'on s'y reconnaît pas. Des guerriers japonais du 17e Non, siècle. clairement Tout pas. à fait. non. Et je pense qu'à l'époque, je n'aurais pas été un guerrier japonais du 17e siècle. Je pense j'aurais été un pécor, à mon avis. Comme beaucoup de monde. Mais justement, Statistiquement. ouais. c'est un livre, celui qui est là, je l'ai dit dans le 11e épisode, mais il a été étudié par les traders de Wall Street. Parce qu'en fait, Oui. c'est encore un code que la société japonaise a, mais surtout le code social dedans. Parce qu'à un moment, il dit le commerçant se lève, le commerçant doit effectuer des bénéfices pour nourrir sa famille, il doit gérer son stand, telle est la vie du commerçant, etc., etc. Puis il arrive au charpentier. Et vraiment, le charpentier, la vie du charpentier, pour lui, c'est la vie parfaite. Parce que c'est quelqu'un qui va faire c'est l'allégorie de, tu fais une maison comme tu fais ta famille, comme tu construis ta propre voie. Et du coup, il prend petit à petit, il prend l'artisan, il prend le commerçant, il prend l'ouvrier,
Et comme ça, en fait, il résume un petit peu la méthode de pensée qui parfois n'a pas changé pour les Japonais de l'époque et de l'avènement de Wall Street. Jésus a la profession parfaite, c'est ça, est-ce qu'on reboucle le film? Oui, Oui, puisqu'il était charpentier, ouais. oui, Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire un parallèle avec ça. Enfin voilà, je voulais partager ce livre parce que il m'a beaucoup plu, parce que forcément, quoi de mieux que d'étudier un livre que la personne en question qui a rédigé, c'est la personne qui vous intéresse le plus pour l'instant en tout cas. C'est pour ça que souvent quand on me pose la question, si jamais tu devais remonter le temps et que tu devais parler d'un personnage historique, Toi, tu parles à Musashi, du coup. je pense que oui, au moins c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses et qui a théorisé certains sujets qui restent encore aujourd'hui compliqués à évoquer. Il y a deux questions comme ça qui sont sympas. Avec qui tu aurais une conversation et avec qui tu te murgerais, avec qui tu ferais une soirée, une beuverie. Une grosse beuverie. Ouais. Eh ben Je trouve certainement que pas ces avec deux lui. aspects. Certainement Par pas avec exemple, Musashi, non, du coup, Musashi, non. Enfin, Mm. ça va pas être très fun. Ouais, bah ça donne envie en tout cas, et le livre est super Le beau livre quoi. est Oui, je super peux beau, vous le prêter, ne serait-ce Pas qu'avec les les. photos sur Facebook où vous puissiez voir, mais ouais, il est très, très, très beau. Ouais. Franchement, achetez-le. Seulement ça. 89 € le livre. Je sais plus Waouh. Je sais plus combien il m'avait coûté. Incroyable, ça fonctionne vraiment. On peut remercier Antoine Daniel pour cette Bah vanne qu'il a fait à ouais, plusieurs reprises. clairement. Je sais pas si je peux le voir sur le livre, mais apparemment. De quoi, combien ça coûte? Bon, à mon avis, Mais ça coûtait derrière, 40 non, balles. y a pas- Faire une étude marketing. Oui, c'était une De toute façon, trentaine faut d'euros. pas hein, être je stupide, pense, hein. donc autant l'acheter. C'est ça, mais quand tu lis le livre, justement, il faut procéder, enfin, il faut ne posséder aucun bien. Donc, il ne faut pas posséder le livre. Acheter ce livre, c'est déjà un échec. C'est un échec, donc n'achetez pas ce livre sur l'auditeur. En fait, Faut le c'est voler, tout peut-être. ça, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un ermite. Il dit quelque chose sur le vol? Sur le vol, Il y avait pas une histoire comme quoi Musashi vivait dans une caverne où il avait passé des Si, années c'est, dans C'est un peu c'est le sur Conan la- japonais, en fait. c'est sur Ouais, la, mais fun, hein. c'est à la fin de sa vie justement que sur Ouais. le mont Iwato, je crois, il rédige le traité des 5 coups pour un de ses disciples, et puis après, Et après, il meurt. et après il meurt, et puis tu peux toujours visiter cette grotte où en fait il n'a vécu que devant le porche montré, où il y a une statuette, une statue de lui effectivement. Petite Vénus. N'éprouve aucun désir, Ben. Non, Et pour bah. les épéistes. On dira, l'épée, c'est, enfin bref. C'est un peu phallique aussi. Bah bien sûr, bien Quand sûr. même, il y a un truc. Enfin bref. Bah merci Raph pour cette petite chronique qui au final tu disais que ça allait être un peu improvisé sur la fin, mais moi je l'ai pas ressenti du tout. Bah, Donc, il fallait détailler. En fait, il manque 2 rouleaux, mais bon Ouais, après, mais bon après. c'est Faut laisser effectivement. la surprise aux T'en gens. as lu un, tu les as tous lus, quoi. Comme dirait Benjamin sur cette chronique, faut ne pas savoir trop en dire pour laisser la surprise un petit peu aussi. Oui. C'est ça. Mais tu pourras avoir le singe d'automne tout à Ouais, l'heure. je regarderai si c'est un d'automne tout à l'heure. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.